Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer une petite partie faite dans le cours de développement. Et là aujourd'hui en fait on va tout simplement parler des déterminants de la réussite scolaire. Donc c'est tout simplement la dernière partie sur le chapitre des apprentissages scolaires. Voilà. Et donc dans cette vidéo on va uniquement traiter de résumer ce qui a été dit en CM. Alors dans la réussite scolaire il existe des différences interindividuelles en dehors de l'acquisition des compétences numériques, des compétences de lecture, et compétences d'écriture. Des travaux dans la sociologie de l'éducation du Rubella vont nous permettre de savoir les déterminants responsables de ces différences interindividuelles. Ces travaux cherchent à expliquer l'origine des inégalités scolaires. Déjà, on va partir sur un petit constat. Bien que la scolarité soit obligatoire en France jusqu'à 16 ans, des inégalités scolaires sont observées dès 17 ans, lors de la JAPD, donc la journée d'appel à la citoyenneté, enfin, journée d'appel à la défense. Bref, un truc pas bien utile, quoi. Donc parmi tous ces jeunes hommes et jeunes femmes, 10% d'entre eux sont qualifiés de lecteurs médiocres et 12% supplémentaires sont qualifiés de lecteurs en difficulté importante. Là, c'était sur l'année 2007. Il me semble que c'était encore la JDC à cette époque-là. Mais bon, c'est toujours une journée un peu à la con, pas bien utile, quoi. Alors, les inégalités scolaires sont observables bien plus tôt, dès le début de la scolarité. Ces observations nous font comprendre l'existence de déterminants multiples en dehors de la scolarité, notamment dans le cadre familial. C'est sûr que si dès le début de la scolarité, il y a des différences, ça signifie qu'il n'y a pas que la scolarité qui est responsable de ces différences. Alors, les conditions de vie inégales entre les familles ont un impact sur le développement cognitif, social et langagier de l'enfant. Les conditions de vie les moins favorables peuvent engendrer un environnement moins stimulant pour l'enfant et donc qui viendrait en fait pas ralentir mais qui enfin, au sens où plus c'est stimulant, plus le développement cognitif et social et langagier va être, disons, important. Alors, en dehors des pratiques éducatives qui peuvent varier, des contraintes matérielles impactent ces sphères développementales, donc cognitives, sociales et langagier. On citait l'exemple du logement surpeuplé lors du CM. Donc c'est sûr quand t'es à 15 dans l'appartement pour réviser c'est pas simple. Donc il expliquerait une partie des retards au collège. Donc retard là c'est dans le sens retard de niveau. Par exemple, quand t'as 8 de moyenne en troisième, en fait t'as un peu un retard de niveau au sens où t'arrives pas à avoir la moyenne, au sens où t'arrives pas à tout comprendre, à suivre. Enfin voilà, on appelle ça un retard. Donc pour moi retard je vois ça un peu comme difficulté scolaire finalement. Mais on peut penser aussi à la quantité de jouets, de livres lorsque l'enfant est plus jeune. Donc là c'est vraiment pour le développement beaucoup bien avant le collège, donc au niveau préscolaire. Donc la comparaison entre ouvriers et cadres a souvent été étudiée, montrant que les enfants de cadres ont une probabilité de réussite scolaire supérieure à celle des enfants d'ouvriers. L'individu et son environnement ne semblent pas être le seul déterminant qui vienne expliquer les inégalités scolaires. En effet, au collège, les différences de niveau scolaire se creusent. Durubella met en cause un fonctionnement institutionnel élitiste qui présente une corrélation positive entre les acquis initiaux et les progrès ultérieurs. Autrement dit, si à l'arrivée du collège, tu as déjà des grands acquis, donc autrement dit un haut niveau, tu vas avoir des progrès, euh, enfin tu vas énormément progresser. À l'inverse, si tu as des acquis plutôt faibles, donc plutôt dans un bas niveau entre guillemets, tu auras des progrès bien moins importants. Ce qui fait ce creusement de niveau, et donc ça fait presque une sorte de. Ça vient un peu en fait scinder en deux les groupes d'élèves entre ceux qui réussissent bien et ceux qui galèrent vraiment, quoi. Alors, l'institution fait donc aussi partie des déterminants dans les inégalités scolaires. Alors, dans le secondaire, la diversification des orientations permet de se rendre compte de la présence de stratégies d'orientation qui diffèrent selon le niveau socio-économique. Alors, cela s'explique par des connaissances qu'ont la famille sur l'orientation et leurs croyances sur l'importance des diplômes. Les familles les plus aisées croient plus en l'importance des diplômes, tout simplement parce qu'ils en ont.
les parents qui connaissent le fonctionnement du lycée général ou des études supérieures peuvent plus efficacement aider l'enfant à le tourner vers le meilleur choix d'orientation possible. Autrement dit, quand tu connais les études supérieures, quand tu connais le lycée, forcément tu vas plus facilement pouvoir guider l'enfant en te basant sur ton passé. Même s'il y a un changement dans l'école, quoi. Alors, l'autosélection est donc inégale selon les niveaux sociaux. Cela peut se symboliser par un plafond de verre. Ouais, ça peut se symboliser, oui, vraiment, par un plafond de verre dû au manque de connaissances ou au conseil prédéterminé. Donc prédéterminé, après on verra, c'est en fonction du type d'établissement finalement. Donc en fait, ce petit plafond de verre, j'ai essayé de le représenter. Donc globalement ici, le SC, ça représente le secondaire. Donc on imagine que là, on a un enfant qui réussit par exemple la période du collège ou du lycée, comme vous préférez. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque on est fils d'ouvrier, donc faible statut socio-économique, on a des parents en fait qui ignorent le monde du supérieur, de l'université, etc. Donc ce qui fait en fait que ce manque de connaissances servirait entre guillemets de plafond de verre et ça inciterait en fait l'enfant à faire comme les parents, donc d'où l'AFI. Au contraire, pour les parents au statut socio-économique élevé, le fait qu'eux ils sachent l'importance des diplômes et qu'ils sachent comment se passent les études supérieures, ça peut au contraire venir inciter l'enfant à faire ce choix d'orientation vers les études supérieures. Et en fait, là encore une fois, il y a toujours pareil, en fait, c'est faire comme les parents ont fait. Parce que typiquement, euh, par exemple, nous, on est en licence, mais est-ce qu'on s'y connaît en BTS, en DUT ou en je ne sais quel autre, la préparation, les prépas par exemple? Est-ce qu'on s'y connaît tellement que ça? Je dis ça en fait parce que le supérieur c'est plutôt large, il y a plein d'études supérieures différentes. C'est pour ça que j'ai représenté ici, typiquement moi, qui ai fait licence, si jamais j'ai un enfant, je sais pas comment je vais faire pour le conseiller s'il veut faire une prépa, parce que voilà, tout simplement la prépa je m'y connais pas. Donc voilà, ça c'est un peu en dehors de ce qu'ils disent dans le cours, mais moi ce que je pense c'est, voilà, si en fait l'orientation va en fait différencier aussi selon le type d'études supérieures qu'on fait. Alors le milieu scolaire vient aussi amplifier ces différences d'autosélection, donc en plus des, du statut socio-économique des parents. Alors le contexte peut créer des différences dans l'orientation, notamment en passant par la carte scolaire. Alors cette carte scolaire fait que les enfants des quartiers les moins favorisés devraient rester dans un établissement du secteur qui peut venir influencer les choix d'orientation. Alors cependant, la carte scolaire est parfois contournée par les familles plus aisées en passant par des établissements privés, mais cela crée de la ségrégation dans un même quartier, autrement dit, les riches dans un établissement favorisé et les pauvres dans un établissement défavorisé. Donc là, au sein même d'une même ville, d'un même quartier, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, quartier, donc, dans une même ville par exemple, oui voilà, euh, tout simplement on peut vraiment créer une ségrégation entre pauvres riches, établissements favorisés, établissements défavorisés, privés publics. Donc vraiment scinder en deux entre, entre le plus et le moins, entre guillemets. Alors pour citer un exemple d'influence des établissements sur l'orientation, il a été montré que sur deux élèves de même niveau, celui dans l'établissement favorisé aura une plus grande aspiration. Donc autrement dit, il sera conduit vers une meilleure orientation. Donc meilleure orientation, c'est au sens vers de plus grosses études, parce qu'à chaque fois, on voit la réussite scolaire, enfin on voit en fait les études comme une sorte de passerelle pour avoir un haut statut socio-économique, même si c'est pas forcément corrélé quand on sait le salaire d'un psychologue Bac+5. Euh, donc oui, que celui provenant d'un collège défavorisé. Alors un établissement favorisé permet aussi une meilleure réussite scolaire et progression des élèves comparé à des leçons défavorisées. Bon là je sais pas pourquoi j'ai mis dans cet ordre-là, j'aurais mieux dû dire dans l'ordre contraire. Donc déjà les élèves progressent mieux et donc réussissent mieux forcément. Au sens où par exemple le bac,
le bac, que tu sois dans un établissement défavorisé ou favorisé, le bac c'est le même. Et si tu fais plus de progrès dans l'école favorisée, forcément ça va venir jouer positivement pour ton bac par exemple. Alors la composition de la classe vient aussi jouer un rôle dans le contexte scolaire. En France, la création de classes selon les niveaux des élèves est interdite. Donc au niveau des élèves, c'est toujours est-ce que tu as un niveau haut, est-ce que tu as un niveau faible. Donc typiquement, avoir un haut niveau, c'est ceux qui ont genre 14-15 de moyenne, ceux qui ont un niveau bas, c'est ceux qui ont des difficultés à atteindre le 10, quoi. Alors cependant, les élèves de plus haut niveau progressent davantage lorsqu'ils sont entourés d'élèves de même niveau qu'eux. Donc là, en fait, si tu serais dans une classe où toi t'as 15 et t'es entouré d'élèves qui ont aussi 15, là, ça viendrait faire des interactions dans la classe qui ferait que chacun, il y a une sorte de stimulation vers l'excellence, quoi. Alors, au contraire, une classe hétérogène ne permet qu'aux élèves de bas niveau de progresser plus efficacement. Alors, cette interdiction française viendrait finalement contrebalancer le fonctionnement élitiste de l'institution. Donc, vous savez, élitiste, c'est quand il y a la différence d'acquisition, la différence de progrès suivant les acquisitions initiales. Et bien là, en fait, ça vient être contrebalancé cette interdiction où, en fait, on mélange les mauvais et les bons, quoi, pour en fait juste favoriser les mauvais. Après, on s'étonne que certains s'ennuient en cours. Un effet enseignant a aussi été observé en fonction de sa classe. En effet, les attentes des professeurs sont différentes selon le statut de leur établissement. Donc qu'ils soient favorisés ou populaires, entre guillemets. Populaire, je parle mieux de dire défavorisés que populaire, parce que populaire c'est genre le peuple, la plèbe, tu vois, c'est. J'aime pas trop en fait le mot populaire. Voilà, pour moi ça veut pas dire grand chose. Alors, les attentes sont plus élevées et les programmes davantage couverts dans un établissement favorisé. Et dans les établissements défavorisés, plus de temps est consacré au maintien de l'ordre et les professeurs sous-estimeraient le niveau réel des élèves. Donc là, plus de temps est consacré au maintien de l'ordre. Donc là, après, ils vont expliquer pourquoi en fait. Donc ces attentes impactent les élèves notamment en passant par la menace du stéréotype. Par exemple, lorsqu'on va dire ouais, ça c'est extrêmement dur pour vous, donc là forcément les élèves vont en fait faire en sorte d'échouer. Donc c'est ça la menace du stéréotype. Ainsi que par la création de normes sociales où l'indiscipline devient plus acceptable. Donc en fait, ça serait le professeur qui aurait des attentes sur les élèves, comme quoi ils sont indisciplinés, et donc le fait qu'ils se montrent indisciplinés, ça viendrait confirmer l'attente du prof, et donc il y aurait des normes sociales où en fait, vu que cette attente euh, a été faite, l'indiscipline deviendrait acceptable, parce que le prof s'attendait à l'indiscipline. Après, je veux dire, je pense pas que c'est pas forcément parce que t'es dans un milieu défavorisé qu'il va forcément y avoir de l'indiscipline, quoi. Pour moi, il y a pas mal d'éducation aussi là-dedans. Il n'y a pas que le statut socio-économique qui vient jouer, quoi. Alors, quittons le milieu sociologique du Rubella pour passer à des recherches plus psychologiques. Donc là, c'est la deuxième partie. D'après le domaine de la psychologie, des différences dans le milieu scolaire seraient aussi déterminées par les compétences langagières, cognitives, sociales et émotionnelles. La recherche longitudinale de Sabol et Pienta en 2012 sur des enfants du CP au CM2 a permis d'observer une corrélation entre les compétences socio-émotionnelles et le niveau scolaire. Niveau scolaire toujours, est-ce que tu galères à avoir 10 ou est-ce qu'au final tu cherches plus à avoir le 20 sur 20, quoi. Alors une autre étude de Ponce, Harris et Doudin en 2004 a montré que la métacognition, les connaissances des cognitions d'autrui ainsi que la compréhension des émotions influencent sur la réussite scolaire. En simplifiant, ces compétences permettent une meilleure disponibilité à l'apprentissage et contribuent aussi au climat de la classe. Alors des programmes d'intervention comme le PASS, donc le PAD-PASS. Ça a été un moment dans les exposés dans le développement, je me souviens, vous avez parlé de ce programme-là, sont justement créés pour augmenter la réussite scolaire en passant par le développement des compétences sociales qui favorisent les apprentissages. Donc autrement dit, on a nos compétences socio-émotionnelles qui viennent favoriser nos apprentissages, et forcément ces apprentissages-là viennent favoriser la réussite scolaire. C'est un peu une sorte de médiation.
Alors passons maintenant à la grosse étude de cette vidéo, celle de Simpkins et collaborateurs en 2020. Alors cette étude vient mettre en évidence une relation entre les habitudes de travail et la réussite tout le long de la scolarité. Alors, en fait, les habitudes de travail, c'est simplement la conscienciosité de l'élève. Donc c'est est-ce qu'il fait correctement ses devoirs, est-ce qu'il rend son travail à temps, son attitude en classe, enfin, c'est plutôt ses comportements en classe. Les chercheurs ont suivi une cohorte de 1124 Américains de leur 1 mois, donc de leur premier mois de vie, jusqu'à leurs 26 ans. Ils ont évalué leur habitude de travail durant l'école élémentaire et secondaire, leurs résultats scolaires à 14 et 16 ans, et la réussite académique à 26 ans, autrement dit, le plus gros diplôme obtenu. Donc autrement dit, est-ce que t'es bac plus 3, est-ce que t'es bac plus 5, etc., etc. Ils ont pris le soin de contrôler des variables individuelles, donc les variables individuelles expliquées au début de ce résumé, donc c'est notamment au niveau socio-économique, et voilà, donc dans quel milieu se développe l'enfant. Donc globalement, les habitudes de travail augmentent au cours de la scolarité, donc ça c'est dû à des attentes supérieures des professeurs, donc au final, plus t'avances, plus on attend de toi du travail en fait. Mais aussi au développement cognitif et psychosocial, au sens où tu comprendrais que c'est important en fait, l'importance du travail tout simplement. Alors les habitudes de travail à 6 ans ainsi que leur progression permettent de prédire la réussite scolaire et académique de l'individu à 14, 16 et 26 ans. Donc là, c'est ce qui est vraiment montré, c'est habitude de travail, ça vient prédire voilà, la réussite scolaire et académique. Donc en fait, là, il y avait présence d'effets en cascade, donc là, je vous invite juste à voir le dernier diapo du cours, en fait, où il montre toutes les corrélations, c'est un peu chaotique, mais en fait, ce que ça permet de mettre en valeur, en fait, c'est que tout est lié. Donc d'abord, on a les habitudes de travail, qui jouent sur la réussite en primaire, qui jouent sur la réussite euh, en secondaire, qui jouent sur la sélection d'orientation, et qui jouent du coup sur les résultats, sur la réussite académique. Donc vous voyez, en fait, c'est juste tout est lié et tout part en fait des habitudes de travail. Alors pour conclure cette dernière partie du chapitre sur les apprentissages scolaires, les 3 principaux déterminants de la réussite scolaire sont l'individu, sa famille et l'institution. Et alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.